À la une de l'actualité, la grève de la faim d'Ousmane Sonko qui divise l'opinion. À Saint-Louis, certains soutiennent le leader du parti dissous Pastef les Patriotes. D'autres le supplient de mettre fin à cette forme de lutte. Ce matin encore, Ousmane Sonko continue son mouvement de grève de la faim. La grève de la faim et ses conséquences sur la santé et sur le fonctionnement des reins, en particulier l'éclairage d'un médecin dans ce journal. Également au sommaire, la grève quasi totale des travailleurs des collectivités territoriales à partir de mardi prochain. Un mot d'ordre de 96 heures renouvelable toutes les semaines. Les détails dans un instant. Menace d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Les Sénégalais vivant dans ce pays disent non à l'usage de la force. 200 d'entre eux demandent à être rapatriés au Sénégal. Et puis, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des relations de plus en plus froides entre Taxawu Sénégal et Pastef, le parti est dissous, dirigé par Ousmane Sonko. À la mise en onde de ce journal, Lamine Sow. Le leader de l'ex-parti Pastef poursuit toujours sa grève de la faim, malgré les nombreux appels venant de la coalition Yewwi Askan Wi et de personnalités de la société civile. Ousmane Sonko en est à son 11e jour de diète. Il dénonce ainsi son arrestation qui le juge arbitraire. Le leader du parti dissous est sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet pour des appels à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État, entre autres chefs d'inculpation. Confirmation de la poursuite de sa diète par l'un des responsables du parti dissous Pastef les Patriotes, Mohamed Ayib Daffé, joint tout à l'heure par... Le président Ousmane Sonko est en train de poursuivre sa grève de la faim. Il en est à son 11e jour. Il n'a pas arrêté, en tout cas aux dernières informations que j'ai eues. Et il avait demandé par contre aux autres camarades prisonniers comme lui d'arrêter leur grève de la faim. Mais lui, il est déterminé à poursuivre sa grève de la faim, malgré les demandes, en tout cas, des leaders de Yewwi ou d'organisations de la civile, en tout cas, d'autres camarades. Il reste insensible à tous ces appels. Il considère que sa grève de la faim, quand même, est un moyen de résistance et de dénonciation de l'injustice, de l'acharnement et de la persécution qu'il est en train de subir de la part du régime de Macky Sall. Et il entend poursuivre sa grève de la faim, en tout cas, pour protester de manière énergique contre son arrestation arbitraire, la dissolution du parti Pastef et toutes les injustices qu'on est en train de subir. Autre chose aussi, le groupe parlementaire, vous les députés de Yewwi, vous deviez tenir un point de presse aujourd'hui au siège du PUR, mais le point de presse a été interdit et le siège du PUR même barricadé par les forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur ça? On avait prévu de tenir ce matin un point de presse à 11h pour aborder l'actualité nationale et notamment parler de la session extraordinaire qui nous avait réunis dernièrement à propos de la modification du code électoral, parler des questions de l'heure comme la dissolution de Pastef et l'emprisonnement du président Ousmane Sonko. Des gendarmes étaient postés à l'entrée pour nous interdire l'entrée. Donc ce qui est quand même une violation grave des libertés et des droits fondamentaux de chaque citoyen. Les parlementaires également ont été malmenés, ce qui est quand même assez grave. Et on a l'impression qu'on ne vit plus dans une démocratie, on ne vit plus dans un état de droit. Ayib Daffé, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Ousmane Sonko en prison, observant une grève de la faim depuis 10 jours maintenant. Une décision diversement appréciée à Saint-Louis. Si certains l'encouragent à continuer, d'autres, par contre, condamnent sa stratégie et lui demandent d'arrêter la grève de la faim qui, disent-ils, n'est pas conforme à la religion musulmane. Ousseynou Diop. Nous avons trouvé Baye Diop devant les cimetières catholiques de Marmial. Il n'est pas politicien, mais estime que cette affaire est compliquée, aussi bien pour l'État du Sénégal que pour Ousmane Sonko. Je ne suis pas un politicien, mais certains dénoncent son attitude. Mais il faut être courageux pour comprendre sa situation, car il a subi beaucoup d'injustices. Mais Dieu est le seul juge. Pour Aline Djoum, qui vient juste de garer sa voiture devant une station-service, l'État a commis beaucoup d'injustices sur le leader du PASTEF. Il lui demande d'ailleurs de continuer la grève pour alerter l'opinion internationale sur les dérives du régime en place. Ça fait au moins du bruit. Je ferai la même chose. Peut-être que mais si c'est la seule façon de se faire entendre, pourquoi pas. Contrairement à Aline Djoum, Baye Sarr, lui, est contre la stratégie menée par Ousmane Sonko.
Je ne suis pas d'accord de l'attitude d'Ousmane Sonko. Ça perturbe la population et nous voulons la paix. S'il continue, c'est comme s'il veut se suicider. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. La grève de la faim comme moyen de lutte pour les prisonniers, elle permet de mettre la pression sur les autorités judiciaires et d'attirer l'empathie de l'opinion, c'est connu. Mais attention, la lutte peut entraîner des conséquences irréversibles sur le corps humain. Mohamed Ali Mouba nous explique. Le corps humain est une machine très résiliente. Privé de nourriture, il puise dans ses réserves. Cela peut durer des mois. Docteur Omar Konaté, médecin généraliste, médecin du travail. L'individu a toujours des réserves. Le fait de ne pas s'alimenter, le sujet peut résister même pendant des mois. On reçoit des sujets cachexiques qui vous disent que notre pathologie dure 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et pendant ces 4 mois-là, à la limite, ils vous disent qu'ils n'ont pris aucun repas. Et on les reçoit, ils sont conscients et tout. Si le corps peut résister efficacement à la faim, il ne peut pas résister à la soif. L'apport hydrique est nécessaire pour son fonctionnement. Ne pas boire au-delà de quelques jours, c'est signer son arrêt de mort. L'insuffisance rénale s'installe au début, elle est fonctionnelle, mais elle peut aller plus loin. C'est surtout la déshydratation, donc le fait de ne pas boire qui est le phénomène le plus dangereux. Donc, mais le plus souvent, entre 15 jours et 1 mois de diète, on peut assister à l'apparition d'une insuffisance rénale organique. Associée au collapsus, associée au choc, l'évolution, c'est inéluctablement le décès. Quel que soit le type de privation, les séquelles sur le corps humain ne sont jamais bonnes. En plus de faire le lit des infections de toutes sortes, le sujet étant affaibli immunitairement parlant, il peut être sujet à des pertes de mémoire si le cerveau a subi des lésions. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales en ordre de bataille. Les travailleurs des collectivités locales réclament le paiement sans délai des augmentations sur leur salaire. Ils dénoncent par ailleurs une discrimination de la part de l'État. Une grève de 96 heures démarre à partir de mardi prochain. Elle est renouvelable toutes les semaines, Seydou Nourba. Les travailleurs des collectivités territoriales n'en peuvent plus. Des bannis et des privilégiés de l'État, Moussa Sissoko, secrétaire général de l'intersyndicale, pense que cela est inacceptable. Qu'on donne des avantages à certains travailleurs et vouloir ignorer royalement d'autres travailleurs sénégalais. Nous ne sommes pas des Burkinabés, nous sommes des Sénégalais. Et c'est pour cette raison que les agents réclamaient sans délai le paiement de leur augmentation. On n'a plus d'autre choix que d'exiger le paiement immédiat et sans délai des dites augmentations aux ayants droit dans les collectivités territoriales. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales compte d'ailleurs paralyser le système à partir de mardi prochain. Désormais, ce sera une grève de 96 heures renouvelable toutes les semaines. 96 heures de grève renouvelable sur l'ensemble. Donc si vous comprenez bien, donc il n'y a que le lundi que les gens vont travailler. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas de boulot dans les collectivités territoriales. Il n'y a pas de travail. Et les travailleurs sont déterminés à en découdre, on va le faire. Mais ça ne va pas s'arrêter aux grèves aussi. Mais nous allons faire une mobilisation sur l'étendue du pays. Dans tout le pays, les travailleurs vont se mobiliser. Avant le démarrage de la rencontre, une minute de silence a été observée pour rendre hommage au défunt président de l'intersyndicale, Sidi Ndiaye. Climat tendu au marché de Malika Montagne entre commerçants et agents de la commune de Keur Nord. Les commerçants refusent de payer la taxe municipale parce qu'ils estiment qu'ils font partie de la commune de Malika et non de celle de Keur Nord. Une situation qui remet au goût du jour la question de la délimitation des communes. Aminata Ba. Depuis quelques jours, les agents de la commune réclament des taxes municipales aux commerçants, ce que refusent ces derniers qui estiment qu'ils font partie de la commune de Malika. Adama Baldé. La population s'est réveillée et s'est engagée pour combattre cette situation. Je laisse la famille ici. Depuis 1986, je ne donne pas de quoi manger jusqu'à 2023. C'est anormal. Ce que le maire a fait, c'est comme cette situation. Donc on a trouvé nécessaire
de s'opposer à cette situation. Ces commerçants habitants de Malika Montagne informent que ce sont eux-mêmes qui ont construit le marché avec l'appui de leur maire, Momartal Gadjaga. Je suis vraiment contre. Ce sont les habitants de Malika Montagne qui sont cotisés des 5 francs, des 10 francs jusqu'à installer le marché. Donc ce sont les populations de Malika Montagne qui sont cotisées leurs biens pour installer ces structures. C'est après que la commune de Malika les est venue en aide, les a soutenus pour construire le marché. Mais c'est la propriété vraiment des habitants de Malika Montagne et non de la commune de Kermassar ni celui de Malika. Que ça soit clair. Il compte d'ailleurs, disent-ils, porter ce dossier devant les juridictions et invite les autorités à revoir le découpage administratif. Aminata Ba, Kermassar, Radio Futur Média. À 12h11, parlons maintenant du prolongement de l'autoroute à péage jusqu'à Kaolack. À Malicounda, dans le département de Mbour, près de 60 familles sont impactées. Elles doivent quitter l'emprise, mais n'ont toujours pas où aller. Depuis 2018, ces familles tapent aux portes de la mairie pour un site de recasement, mais toujours pas de solution. Et c'est pourquoi elles ont tenu un point de presse pour alerter les autorités. Ndeye Matidian. Le tronçon qui relie Malicounda à Mbour commune a traversé leur parcelle à Malicounda Est. Ces impactés qui, depuis 2018, attendent d'être relogés, disent en avoir assez. Amadou Niang est leur porte-parole. Nous ne pouvons pas imaginer qu'une route, bien qu'elle soit d'utilité publique, soit construite sur des parcelles au cœur de Mbour à l'insu de leurs propriétaires. Des impactés qui, pour la majorité, sont des responsables des pères de famille qui souffrent de la cherté du loyer. Nous dénonçons ici l'attitude de la mairie dirigée par M. Sen, qui, par ailleurs, a choisi de reloger les impactés de Mbour au détriment de ceux de sa commune. L'espoir était né de leur dernière rencontre avec Maguette Sen, mais selon Amadou Niang, l'équipe municipale n'a pas exécuté les directives données par le maire de Malicounda. C'est seulement au mois de mars et après plusieurs tentatives que le maire, en présence de son directeur de cabinet, M. Mor Fassandiaï, et de l'équipe domaniale, dont M. Ndiom Youm, nous a reçus pour essayer de rectifier ensemble le tir. Et c'est dans ce sens-là qu'il avait saisi le domaine en vue de l'attribution de parcelles. Mais c'est avec regret que nous faisons savoir au maire que nos espoirs nés de ces rencontres sont tués dans l'œuf par son équipe qui continue de se renvoyer la responsabilité de cette tâche. Face à cette situation, ces impactés projettent de rendre cette route impraticable pour manifester leur mécontentement. Nous interpellons et alertons le maire M. Maguessen. Sinon, nous allons occuper incessamment cette route et la rendre impraticable dans les jours à venir. Cette sortie n'est qu'une alerte, nous disent ces impactés du prolongement de l'autoroute à péage à Malicounda. Ndeye Matidian, Mbour, Radio Futur Média. À Fatick, les sinistrés des inondations de l'année dernière s'inquiètent avec l'hivernage qui s'installe partout. C'est la psychose. Ils redoutent de vivre le calvaire de l'an dernier. Dans certaines communes de la région, des travaux d'assainissement ont été lancés. Dans d'autres, les solutions provisoires ont été trouvées et l'ONAS, de son côté, dit avoir pris des dispositions. On fait le point avec Aminata Goudiaby. L'eau des pluies qui stagne sur quelques rues de la commune de Sokone. Pas encore de fortes pluies enregistrées, mais les sinistrés des années passées s'inquiètent. La mairie les rassure, les travaux entamés par le Promoville vont soulager une bonne partie. Mamba Ignace, maire de Passy. Nous avons déjà creusé le canal, ce qui a permis à l'eau de s'évacuer. Mais aussi, ça c'était des solutions temporaires. Nous avions prévu un montant pour au moins faire de la tuyauterie, c'est-à-dire pour faire une évacuation qui permettrait de beaucoup plus de sécurité. L'Office national de l'assainissement ne se donne plus de temps de répit. Les agents sont quotidiennement sur le terrain. Dans toutes les zones inondables de la ville de Fatick, du matériel de pompage est positionné. Des infrastructures sont également en cours de construction dans la ville de Fatick pour mettre un terme aux inondations qui ont fait d'innombrables dégâts dans la ville. Moussa Gueye est le chef de service régional de l'ONAS. Au niveau de Emeto, on va construire une mini-station de pompage. L'année passée, le problème qu'on avait, c'est la grande station, le local qui était inondé. Donc pour l'instant, on est en train de déplacer le local, de le mettre au niveau plus haut. Dans la région de Fatick, les inondations touchent principalement les communes de Fatick, Sokone, Passy, Palmarin et Niakhar. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Parlons maintenant de la souffrance des populations de Darou Diouf, village situé dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. Elles éprouvent d'énormes difficultés pour se soigner. La case de santé est enfermée, faute d'agents. Ajoutez à cela des femmes qui parcourent 8 km ou plus pour aller chercher de l'eau à Mboro. Une situation qui irrite les jeunes et les notables du village. Ils ont mis en place un plan local de développement. Cheranta Diop. Darou Diouf, accéder au village, relève d'un véritable parcours de combattant. Cette localité, non loin de la route Fass-Boye-Diogo, est confrontée à un problème. L'état de la route principale
qui va de Ségel jusqu'à notre village. Les routes sont en mauvais état. La problématique de l'eau inquiète aussi les populations. Dans cette partie de la commune de Darou Khoudoss, cette ressource est source de tension à cause de sa rareté. Cheikh Thioune, le secrétaire général de l'association des jeunes de Darou Diouf. Nous avons besoin d'un approvisionnement en eau fiable pour répondre aux besoins de la communauté. Les femmes et les filles du village chargées d'aller chercher de l'eau et de laver le linge ou d'autres tâches ménagères pour lesquelles cette ressource est indispensable, au moins de temps à consacrer sur d'autres activités. Nous avons besoin de plus un poste de santé pour répondre aux besoins de la communauté du village. Fort de ce constat, les jeunes ont initié une rencontre pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'élaborer un programme local de développement qui permettra de prendre en compte leurs préoccupations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Tout autre chose à présent, face à l'éventualité d'une intervention militaire au Niger, l'ambassade du Sénégal dans ce pays a démarré le recensement de nos compatriotes qui veulent rentrer au Bercail. À ce jour, plus de 200 Sénégalais sont candidats au retour volontaire, selon le secrétaire général de l'Association des Sénégalais du Niger. Ce dernier se dit opposé à une intervention militaire de la CEDEAO. Écoutons Alassane Diop, joint à Niamey par El Hadj Ndiogou Diène. Il y a vraiment une tension au niveau des Sénégalais. Vraiment, bon, il y a des gens qui sont vraiment inquiets. Et il y en a même qui ont pratiquement quitté le pays pour aller vers les pays environnants, à savoir le Bénin et le Togo. D'ailleurs, l'ambassade même nous a délégué le recensement des Sénégalais qui veulent partir. Et nous sommes en train de recenser tous ceux qui sont désireux de partir. Donc actuellement, nous avons enregistré plus de 200 personnes et nous attendons maintenant la réaction de l'autre côté. Si je me confère aux dernières élections de 2019, on était 603 électeurs. Bon, maintenant, si on ajoute ceux qui n'étaient pas inscrits au Niger et les enfants et autres qui n'ont pas l'âge de voter, je peux dire que bon, on peut dépasser 1000 personnes allant à 1500 comme ça. Comment appréciez-vous l'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger? Oui, bon, ça, nous vivons la situation avec vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, nous avons même fait une manifestation le vendredi passé pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les sanctions militaires de la sur l'intervention militaire de la CEDEAO. Donc les Sénégalais ont fait une manifestation avec toute la communauté de la CEDEAO. Nous ne sommes pas d'accord pour une intervention militaire au Niger. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Georges Dessé-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane. On commence avec ce nouveau drame de l'immigration irrégulière en Méditerranée. 41 migrants morts la semaine dernière dans un naufrage en Méditerranée centrale. Une information de l'agence de presse ANSA qui cite des témoignages de survivants qui ont atteint ce matin l'île italienne de Lampedusa. Les 4 survivants sont originaires, les 4 survivants dont une femme sont originaires de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ils ont confié aux sauveteurs que leur embarcation transportait 45 personnes dont 3 enfants. Et ils ont été secourus par un cargo puis transférés sur un navire des gardes-côtes italiens. Leur embarcation est partie jeudi de Sfax en Tunisie mais a chaviré et a coulé au bout de quelques heures. Hier mardi, la marine marocaine a intercepté plus de 50 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Ils étaient à bord d'une embarcation de fortune selon une source militaire citée par l'agence de presse MIP. Ils ont reçu les premiers soins à bord avant d'être acheminés sains et saufs au port de Tantane puis remis à la gendarmerie pour les procédures administratives d'usage. En Somalie, au moins 6 personnes ont été tuées et 12 blessées dans l'explosion d'un bus de passagers. Selon Reuters qui cite l'agence de presse somalienne, l'attaque s'est produite ce matin sur une route entre les districts de Koroyolei et de Marka. Le gouverneur de la région de Lowo Chabel soupçonne
une attaque terroriste. La crise au Niger, la CEDEAO poursuit les négociations. L'organisation sous-régionale insiste vouloir privilégier les négociations malgré le refus de la junte d'accueillir la délégation tripartite composée de représentants de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO, malgré aussi la fin d'un ultimatum dimanche soir et la menace d'une intervention militaire. La CEDEAO organise un nouveau sommet demain à Abuja sur la situation au Niger. La CEDEAO qui a convié à cette rencontre des personnalités étrangères dont Emmanuela Adel, la représentante spéciale de l'Union africaine au Sahel, l'UE, qui dit être favorable à une médiation au Niger. Le porte-parole de la Commission de l'Union européenne, Peter Stano, a déclaré lors d'une conférence de presse à Bruxelles ce matin qu'il pense toujours qu'il y a un espace, qu'il y a une place pour des efforts de médiation et qu'ils n'iront donc pas au-delà et ne vont pas spéculer. Au Niger, toujours, un ancien chef rebelle Touareg et homme politique a créé un mouvement pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Le Conseil de résistance pour la République, c'est le nom du mouvement. Dans un communiqué, Richard Agboula indique que le CRC va soutenir les efforts internationaux pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Au Mali, les élections vont-elles se tenir aux dates indiquées? Le ministère de l'administration territoriale a organisé hier un cadre de concertation avec les formations politiques au menu des échanges, la mise en œuvre du chronogramme et des réformes politiques et institutionnelles. 81 partis politiques ont pris part à la rencontre. Le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Le chronogramme qui a été proposé, il a fallu quelques ajustements pour arriver à un chronogramme, plutôt à un projet de constitution consensuel. Initialement, ce qui était prévu immédiatement après l'élaboration du projet de constitution et sa remise au président de la transition, c'était d'organiser le référendum. Il y a eu quelques préoccupations légitimes qui ont été soulevées. Le chef de l'État a pris la décision sage de mettre en place une commission de finalisation de ce projet de constitution. Donc forcément, tout ceci joue un peu sur le chronogramme et les délais. Donc forcément, il y a eu un glissement, il y a des conséquences sur le chronogramme. Avant de faire de nouvelles propositions à nos plus hautes autorités, c'était tout à fait normal de revenir encore consulter la classe politique pour connaître leurs avis et suggestions par rapport au séquençage des différents scrutins, notamment des élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles qui doivent mettre fin à la transition. Nous les avons écoutés, nous avons bien pris note. Nous écouterons les organisations de la société civile. À l'issue de cela, nous allons voir un peu toute la technicité et les contraintes et surtout faire un compte-rendu très fidèle à nos plus hautes autorités. La Côte d'Ivoire, pour terminer avec le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est à nouveau endeuillé une semaine après le rappel à Dieu de Henri Konan Bédié. Le général Gaston Ouassédan Koné, vice-président du parti, est décédé hier mardi. Retour sur le parcours d'un fidèle compagnon de Bédié, Gobi Ayabi. Le général Gaston Ouassédan Koné rejoint Henri Konan Bédié exactement une semaine après le départ de ce dernier. C'est un autre coup dur pour le vieux parti qui voit ainsi s'en aller deux de ses importantes figures de proue. Le général Gaston Ouassédan Koné, surnommé GOC, a été le militaire qui avait descendu le drapeau français pour il avait une santé fragile. Le 24 avril 2023, il avait célébré ses 84 ans en grande pompe. Toutefois, le général avait été aperçu aux côtés d'Henri Konan Bédié à Daoukro quelques jours avant le décès de celui-ci. Sa dernière apparition publique date du 2 août 2023 à la résidence du président Bédié qui venait de s'éteindre et ce jour-là, l'homme avait écrasé une larme. Pour rappel, en 1962, il crée la garde présidentielle sur instruction du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, dont il sera le premier pilote pour les vols en hélicoptère. Il était l'un des piliers du PDCI, dont il était le vice-président. Gobi Ayabi, Abidjan, RFM. Et c'est la fin de cette page internationale, Souleymane. Merci Georges Détié Diop. Il est 12h bientôt, 25 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec cette rectification, notre point de vue du jour va porter sur l'évaluation du plan Sénégal émergent. Prétexte le processus d'élaboration du PAP 3, le plan d'action prioritaire qui est en cours
Je rectifie donc, on ne parlera pas de politique, mais plutôt d'économie avec l'évaluation du PSE. Le plan Sénégal émergent prétexte le processus d'élaboration du PAP 3. Et pour en parler, nous serons avec M. Moubarak Lo, directeur général du Bureau de prospective économique, et M. Mounirou Ndiaye, économiste enseignant à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. L'actualité des sports, avec vous Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Football féminin, suite des préliminaires de la Ligue des champions africains cet après-midi. Ça se passe donc au Libéria où Dakar Sacré-Cœur va affronter à 17h Determine Girl du Libéria. C'est la deuxième sortie de l'équipe championne du Sénégal en titre qui avait gagné son premier match par 1-0. C'était face à un club sierra-léonais. Il faudra donc être plus efficace cet après-midi, estime l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur. Il s'appelle Mohamed Diallo. Nous l'avons joint à Monrovia. Nous préparons bien notre deuxième match face à Determine Girl, l'équipe qui représente le pays hôte, à savoir le Libéria. Bon, on sait que ça ne va pas être un match facile. Ça va pas être un match facile vu que l'équipe a perdu son premier match. Voilà, on s'attend à un match difficile. Mais bon, nous, on fait focus sur notre équipe et voilà, on va se donner tous les moyens de prendre les 3 points. On a revisionné notre match et l'enseignement principal qu'on a tiré, voilà, c'est l'efficacité. L'efficacité devant les buts et on sait que dans ces genres de compétition, voilà, marquer beaucoup de buts peut faire la différence à la fin. Voilà, on a soulevé ce point. On a fait un bon match lors du premier match, mais voilà, le but tardait à venir pour ce match-là. Voilà, on espère que les filles vont être beaucoup plus décisives, beaucoup plus tranchantes devant les buts. Mohamed Diallo, l'entraîneur de Dakar Sacré-Cœur, l'équipe féminine donc de football qui affronte Determine Girl à 17h au Libéria. Mais avant, à 14h, les Maliennes de l'AS Mandé affrontent les Sierra-Léonaises de Mogbewo Queen. Le match donc est prévu à 14h. Les Maliennes qui détiennent le trophée avaient également remporté leur premier match. Rappelez que le vainqueur de ce tournoi va représenter la zone Ouest A à la Ligue des champions féminines de football, Souleymane. En Europe, l'Olympique de Marseille démarre sa campagne européenne. Et avec le 3e tour des qualifications à la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille qui se déplace en Grèce pour affronter Panathinaikos. Donc le match est prévu à 18h. On attend donc les débuts d'Ismaël Assar et de Iliman Ndiaye avec l'OM. D'autres internationaux sénégalais qui vont jouer cet après-midi. Sadio Mané avec donc le club saoudien d'Al Nasr qui affronte à 15h les Irakiens d'Al Shorta en demi-finale du championnat arabe des clubs champions. L'autre demi-finale va opposer 2 clubs saoudiens, sera à 18h. Al Hilal de Khalidou Koulibaly qui sera opposé à Al Sababa. Jeux de la francophonie, l'athlétisme sénégalais s'est illustré à Kinshasa. Les athlètes sénégalais donc ont obtenu 8 médailles sur les 25 du Sénégal, dont 3 médailles en or et 5 médailles d'argent. Le Sénégal donc qui a fini 4e lors de ces Jeux de la francophonie. Le directeur technique national estime que c'est le fruit du plan de relance mis en place depuis quelques années par la Fédération d'athlétisme. Je propose de suivre Pape Sering Djena. Par comparaison aux autres campagnes, nous pouvons dire que l'athlétisme a fait un bond vers l'avant pendant ces Jeux de la francophonie. Quelque chose de tout à fait prévisible parce qu'on avait mis sur place un plan stratégique de développement où il fallait tout d'abord commencer par la formation de cadres mais aussi ratisser large en organisant assez de compétitions à l'échelle nationale mais aussi dans toutes les régions du Sénégal. Donc on en a fait pratiquement pendant près de 4 ans parce qu'on était conscient que notre discipline traversait des zones d'ombre et par la suite maintenant après avoir vraiment fait le maillage au niveau national, nous nous sommes orientés maintenant vers la gestion de l'élite. La gestion de l'élite étant très délicate et très difficile parce que ça requiert de beaucoup de moyens, ce qui nous fait largement défaut. Pape Sering Djena, le directeur technique national de l'athlétisme du Sénégal. Donc les perspectives pour les athlètes sénégalais, les championnats du monde qui vont se tenir dans moins de 2 semaines. Merci Youssouf Bodian, il est 12h30. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour.
Juan Branco dévoile le bulletin de santé de Ousmane Sonko. Ousmane, un homme malade. Mon client souffre d'insuffisance rénale de la France. Juan Branco, l'avocat franco-espagnol du leader de ex-Pastef, expulsé du territoire national après quelques jours seulement passés à Rebus, a réservé sa première sortie à son client et à sa santé dont il nous dit qu'elle est préoccupante. La plupart des confrères ont guetté les mots du tonitruant avocat, activiste qui fait feu de tout bois. On retrouve cette information mise en exergue sur la une de l'Observateur et de Libération. Sur la base de ces informations, prolonge lui aussi le débat avec maître Ciré Clédorlu, un autre avocat d'Ousmane Sonko. Selon la robe noire, la déshydratation causée par la grève de la faim d'Ousmane Sonko a fait son effet, mais Ousmane est déterminé à poursuivre, je cite, l'épreuve. Selon l'AS, Pros, comme l'appellent ses partisans, est toujours hospitalisé. Mais enquête, le journal rapporte dans sa livraison du jour que les leaders de Yewwi Askan Wi demandent à Ousmane de suspendre sa diète. Dans la foulée, Maître Branco a expliqué aussi au cours de la conférence de presse qu'il a animée dès son retour en France comment il a piégé les autorités sénégalaises. Juan Branco affirme avoir recouvré sa liberté grâce aux pressions internationales. La France notamment et l'Espagne, le barreau de Paris, le syndicat des avocats de France, et de poursuivre avoir été sidéré par les conditions de vie des prisonniers arabes, prêts à refaire ce qu'il a fait. Sud Quotidien de pointer alors les incongruités fatales au Sénégal dans ce dossier. La gestion de l'entrée frauduleuse au Sénégal de l'avocat franco-espagnol laisse, selon le journal, apparaître des tergiversations qui ont conduit ou ont contribué à la médiatisation du séjour, de l'arrestation et de l'expulsion de l'indésirable hôte. La présence qui a été minimisée tout d'abord et qualifiée de non-événement par le gouvernement s'est ensuite invitée à l'Assemblée nationale. Mieux, elle a été inscrite au menu d'une conférence de presse du gouvernement. Finalement, Branco passe d'avocat insignifiant à hôte encombrant. Dans la foulée, Papalagnan de Dakar Matin a recouvré la liberté, libéré après des jours de diète, tout comme Cheikh Bara Ndiaye, élargi de prison, mais il suit des soins à l'hôpital. La grève de la faim, finalement l'arme fatale pour sortir de prison. Vox Populi pose le débat ce matin. Utilisée pour la première fois en 1878, cette méthode russe de protestation extrême est devenue une arme de beaucoup de prisonniers. Mon confrère fait l'histoire de ce type de lutte extrême. Donc, Abdoulaye Moussa Diallo, PhD en sociologie, chercheur postdoctorant à l'IRD, soutient que la puissance de cette lutte réside dans sa capacité à mobiliser l'opinion publique et à susciter l'empathie envers la cause défendue. Mais attention, Dr Serigne Falilou Samb, head manager de la polyclinique Louis Pasteur de Rufisque, avertit: la personne est en danger réel de mort si la grève de la faim se poursuit. 3 semaines après cette grève, des hallucinations et de la démence peuvent même apparaître suite à l'apparition de lésions au cerveau. Un décès peut intervenir à tout moment. Qu'à cela ne tienne, l'État du Sénégal, toujours décidé à faire face à l'ex-parti PASTEF et à ses animateurs. Le journal Libération informe ce matin que le juge a décerné 9 mandats de dépôt. Dr Seydou Diallo et 8 de ses camarades ont été envoyés en prison. Hier, du lot, seuls 2 ont été placés sous contrôle judiciaire. Source A nous dit que la justice a encore frappé fort dans les rangs de PASTEF. En tout, ce sont 61 patriotes qui ont été écroués hier pour divers délits. Politique à présent, le retour de Karim Wade et de Khalifa Sall dans le jeu politique. Ils sont toujours en sursis. Selon mon confrère, le journal Sud Quotidien, l'épée de Damoclès du non-paiement des amendes plane toujours sur leur tête. Selon Sud de l'Obs, lui s'intéresse à Karim Wade, un retour sans conséquence. Le confrère pose le débat sur les limites et les avantages de son éloignement. À Benno Bokk Yakaar, l'Obs renseigne que d'intenses tractations se poursuivent pour choisir le candidat. Le journal évoque les secrets de la rencontre nocturne entre Mansour Faye Amadouba et Amadou Mame Diop. En première page du journal Le Quotidien, introuvable pendant plusieurs heures, Adji Sarr la fugue. Le journal note qu'hier Adji a fugué pour essayer de retrouver une vie moins anxiogène. Vivant recluse dans un appartement et sous haute surveillance, elle a voulu retrouver sa liberté confisquée à cause d'un contrôle strict de sa garde rapprochée qui a été changée récemment et qui la prive de visite. Après plusieurs heures dans la nature, l'ex-masseur
joueuse dont la disparition avait inquiété au plus haut niveau de la République est rentrée chez elle dans la soirée. Elle est rentrée, selon le journal, vers 22h30. Sport pour boucler en première page du journal Stade Quotidien. La saison 2023-2024 de quelques Sénégalais, à l'image de Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Bamba Dian et Ismaël Sarr, ils sont en tête d'affiche là où ils sont. Le journal note qu'Habib Diallo, c'est la saison de la confirmation, donc cette année. Ismaël Sarr, il lui faudra marquer son retour en France. Iliman Ndiaye réussir dans son club de cœur, Marseille. Bamba Dieng pour prendre son envol. Dans le journal Sunu Lamb, focus sur les fils d'anciens lutteurs et rois des arènes. Eh bien, Ama Baldé, lui, en tout cas, est sur les traces de Balla Gaye 2. Combat royal contre Modou Lô prévu le 5 novembre prochain. Jules Baldé affirme qu'Ama va ramener le titre à Pikine. Bon le temps tous. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Je le répète après l'erreur dans les titres. Notre point de vue d'aujourd'hui porte sur le PSE, dont on va essayer de faire une brève évaluation. Prétexte, le processus d'élaboration du PAP 3. Le plan d'action prioritaire donc qui va couvrir la prochaine période à commencer par l'année 2024 et qui est en cours. Pour en parler, nous sommes avec M. Moubarak Lo, directeur général du bureau de prospective économique. Moubarak Lo, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Nous sommes également avec M. Mounirou Ndiaye, économiste, enseignant à l'université Iba Der Thiam de Thiès. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour, Souleymane. Alors, Moubarak Lo, pour commencer, parlons d'abord du processus en cours des consultations tous azimuts entre l'État et les différentes parties prenantes en vue de l'élaboration du plan d'action prioritaire numéro 3 à la suite du PAP 2A qui a commencé en début d'année et qui devait se terminer à la fin juin. Or, nous sommes au mois d'août. Est-ce que cela, comment expliquer cela d'abord et ensuite, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur justement la période à venir pour le PSE? Bon, merci beaucoup. Il n'y aura pas d'impact parce que c'est un plan qui commence en 2024. Donc, on est toujours en 2023. On a encore le temps. Oui, bon, on n'a pas toujours le temps. Mais l'essentiel, c'est de tout ficeler avant le mois de décembre. Comment se passent justement ces consultations avec, on sait que des universitaires ont été rencontrés, on en parlera tout à l'heure avec M. Mounirou Ndiaye, mais il y a d'autres parties prenantes et il était même question de rencontrer l'opposition politique. Quel est l'intérêt justement de rencontrer toutes ces catégories d'acteurs pour élaborer le plan d'action prioritaire numéro 3 du PSE? Bon, disons que le plan de développement d'un pays, c'est un plan national. Donc, il doit transcender les divergences politiques. Parce qu'en matière de développement, il est important d'avoir la cohérence et la constance des orientations. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un plan national qui est calé uniquement sur la perspective du gouvernement qui est en place. On considère qu'il y a des élections tous les 5 ans. On ne peut pas faire un plan pour dire ce plan-là c'est pour 5 ans et ça n'engage que le gouvernement en place. Donc, ça doit être un consensus national. D'ailleurs, dans certains pays, c'est institutionnalisé en dehors même des institutions gouvernementales. Vous avez une commission nationale de la planification qui est permanente, avec une haute autorité qui est dirigée, et donc ça doit mobiliser toute la nation. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, les perspectives, c'est de travailler sur 10 à 20 ans. C'est ça qui permet de fixer le cap, et maintenant de définir ensemble, toute la nation réunie, les orientations que chaque gouvernement s'engage à respecter. Même s'il est si le parti est dans l'opposition, s'il vient au pouvoir, il va poursuivre les grandes orientations. En tout cas, si on regarde l'histoire récente, tous les pays qui
qui ont réussi à devenir ce qu'on appelle des pays émergents, ils ont su définir des plans de développement à long terme. Et les orientations ont été respectées par tous les gouvernements successifs. Donc c'est un peu ce travail-là qu'il faut faire. Bon, il ne faut pas que l'opposition se dise « c'est pas mon affaire ». Parce que ça voudrait dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le plan. Le plan, ça dépasse les partis politiques, encore une fois. N'est-ce pas? Mounirou Ndiaye, je le disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, le ministère de l'économie et de la planification a rencontré, entre autres catégories ou entre autres acteurs, les économistes du pays. Quelle est la contribution justement des universitaires, des économistes en particulier, sur l'élaboration de ce nouveau plan, à la lumière de ce qui s'est déjà passé, ce qui nous fait entrer de plein pied dans la question du jour, c'est-à-dire l'évaluation de ce qui a été fait jusqu'à présent dans le déroulement du PSE. Quelles sont les inflexions que vous, universitaires, vous avez souhaité apporter justement à ce plan? Voilà, saluer M. Boubarello, mon grand frère, adresse mes salutations. Nous sommes ici à l'UGB d'ailleurs, dans le cadre du colloque qui est organisé en hommage au professeur Adama Diaw de l'UGB, qui a beaucoup œuvré pour l'économie du Sénégal à partir de l'Université de Dakar depuis les années 90. Et qui maintenant, aujourd'hui, nous sommes là pendant 3 jours pour réfléchir sur les thématiques économiques, en hommage à lui, dont le thème central s'intitule La recherche en économie face aux questions du moment. Donc, nous sommes là entre juin dernier, à cette rencontre-là à Saly, où 40 universitaires étaient présents pour réfléchir effectivement sur ces phases-là. C'est vrai que c'est une démarche que je salue beaucoup. Pourquoi? Parce que dans les phases initiales du PSE, quand même, cette démarche inclusive vis-à-vis des économies et des économistes et des instituts du pays n'était pas quand même adoptée. Et c'est donc très bien que, en ce moment, que le ministère des Finances et de la Coopération et du Plan ait cette démarche pour aller rencontrer toutes les sensibilités, leur demander leur avis. Parce que, effectivement, il y a eu un problème de méthodologie au départ dans le PSE. Et ces critiques-là ont été relayées un peu partout. Il y avait des critiques de tout bord, pour tout simplement dire qu'un plan d'émergence, c'est pas quelque chose qu'on peut circonscrire dans un horizon. Il faut juste travailler. Et ça, c'était la critique du professeur Alioune Sall. Je me rappelle que Samir Amin, qu'Allah lui réserve le paradis, avait dit que le PSE, c'est peut-être de la fumée, parce qu'on ne peut pas quand même faire une compilation de projets et dire que vraiment des projets dont on ne sait pas qui va encaisser quoi, et on dit que c'est un plan d'émergence. Donc, moi-même, j'avais dit que c'est pas normal qu'un plan de développement soit adopté dans un pays alors que l'intelligentsia de ce pays-là n'est pas impliquée vigoureusement. Donc il y avait des critiques vis-à-vis de l'implication du cabinet McKinsey et tout. Et ceci, quand même, est en train d'être corrigé. Parce que je salue quand même cette démarche. Moi, j'ai participé personnellement. On a fait l'évaluation de la phase 1 du PSE parce que dans cette phase 1-là, il y avait 27 projets qui étaient destinés à mobiliser 9 700 milliards de francs CFA. De 2014 à 2018, donc, on a vu une croissance cumulée de 29,5%, ce qui est très faible par rapport aux 6 000 milliards de francs CFA qui ont été effectivement mobilisés. Il faut également voir que dans les 6 000 milliards initialement mobilisés dans la phase 1 du PSE, il y avait 2056 milliards de dettes. Il faut vérifier avec les chiffres de la DPE, la Direction de la Prévision et des Études économiques, pour dire que l'endettement du Sénégal quand même est allé créer son lot avec le plan Sénégal émergent. C'est-à-dire, ceux qui disent que c'est un plan Sénégal endettement n'ont peut-être pas dire ça. Ce qui fait que donc aujourd'hui, on est près de la barre. Si on ne tient pas compte de la dette contingente du pays, c'est-à-dire la dette des entreprises parapubliques, tout ça, la dette du Sénégal quand même avoisine les 70%. 68 et ce qui est la limite, voilà, ce qui est à la limite qui est posée par les critères de convergence de l'UEMOA, et que si on tient compte maintenant de toute la dette, de la dette souveraine et des deux dettes dans le pays, ça va aller jusqu'à 76%. Donc aujourd'hui, rectifier le tir, c'est également de faire deux constats qui ont été faits lors de l'atelier qui s'est tenu à Saly. Dans un premier temps, on a salué le fait que le plan Sénégal émergent a été un plan qui a beaucoup attiré les IDE qui font maintenant 8,3%. Les investissements directs étrangers. Voilà, qui font 8,3% du PIB. Mais le constat qui est le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'un choc est venu, tel que la Covid-19 ou bien la guerre en Ukraine, l'économie sénégalaise était perturbée. Donc il fallait maintenant trouver les moteurs qui vont permettre
au pays d'être résilient, quel que soit le choc exogène qui arrive, que le pays puisse être résilient, puisse faire face à face. Et ceci, tout le monde est d'accord sur le fait que non seulement il faut maintenir les acquis en termes d'IDE, mais également il faut renforcer le secteur privé sénégalais. Donc pour les... Voilà, c'est son absence dans les financements, parce qu'il était prévu que 30% des financements allaient provenir du secteur privé sénégalais, mais malheureusement, jusqu'à présent, le secteur privé est resté embryonnaire. Et la résilience qui s'est organisée dans les pays, par exemple, pas face à la Covid-19, c'est organisée avec le secteur privé de ce pays-là. Voilà. Regardez bien, au Sénégal, quand on a fait de la collecte de revenus, le secteur privé sénégalais n'a généré que 20 milliards de francs CFA, là où le secteur privé marocain a généré plus de $1 milliard pour appuyer l'économie marocaine. Donc voilà, il faut, pour qu'on soit résilient dans le futur, il faut donc faire du secteur privé sénégalais le moteur. Et ça, c'est vraiment un acte important qui est en train de développer dans la phase 3 du PSE. N'est-ce pas? Alors, Moubarak Lo, on a entendu Mounirou Ndiaye, notamment sur la phase numéro 1 ou la phase 1 du PSE. Qu'en est-il de la phase 2 qui va s'achever avec cette année 2023, avec notamment le pape de ZA qui est venu ajuster relativement aux crises qu'on a eues, notamment la Covid, et qui était évalué ou estimé en termes budgétaires à plus de 14 000 milliards, 14 700 pour être plus précis. Bon, d'abord, sur le chiffre qui a été donné par Mounirou Ndiaye, l'investissement étranger, bon, il parle de 8%. Moi, je ne sais pas si le Sénégal a atteint ce chiffre. Ça peut être, disons, sur une année à cause d'investissements exceptionnels. Mais ça, c'est un niveau extrêmement élevé qu'on voit très rarement dans les pays du monde. Donc il faudrait voir est-ce que c'est juste une année. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la tendance, disons, sur le moyen terme. En général, les pays sont entre 2 et quelques et 3. Maintenant, d'ailleurs, moi-même, je suis à Saint-Louis, donc je salue aussi Mounirou. Je vais d'ailleurs présenter... Vous allez vous rencontrer certainement, oui. Voilà, je vais présenter tout à l'heure sur le pétrole et le gaz. Donc le prochain plan d'action, c'est pourquoi on parle de plan d'action. On n'a pas parlé de nouveau plan. Ça veut dire que la structure va demeurer la même. Ce sera toujours sans doute les 3 grands axes, parce que le Sénégal a, disons, quand il a décidé de faire le plan Sénégal émergent, il a défini un axe de transformation structurelle avec la croissance, les infrastructures, un axe de capital humain, de développement social et un axe de la gouvernance et l'état de droit. Bon, on peut dire que cette vision, à la limite, peut demeurer même éternellement, parce que vous ne pouvez pas, peut-être il y a des questions environnementales et socioculturelles qu'il faudrait voir ou positionner. En général, l'environnement peut aller avec la transformation structurelle. Il y a peut-être l'axe culturel, c'est qu'il faut aussi rejoindre l'axe 2. Mais on peut dire que... Il y a aussi la question sociale, Moubarak Lo. C'est dans l'axe 2. Donc vous avez la santé, les services sociaux, la protection sociale. Vous savez, ce qui est important pour un pays, ce n'est pas de changer les axes d'un plan à un autre. D'ailleurs, il faut stabiliser les axes. Ça, c'est une question de long terme. Ça doit figurer sur les plans du pays, disons, sur 20 ans, sur 30 ans. Parce que je ne vois pas d'ailleurs quel autre axe on peut faire. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on appelle les lignes d'action. C'est ça qui change tous les 5 ans. Universel. On aura tous les Sénégalais inscrits dans l'enseignement élémentaire, que ce soit dans les secteurs formels ou les secteurs, par exemple, arabes, franco-arabes. Il y a beaucoup d'inscrits qui ne sont pas aujourd'hui comptabilisés dans les statistiques. Donc le jour où le gouvernement arrivera à réguler même les daras, on aura l'inscription universelle, comme en Mauritanie. Voilà, je rappelle que pour le pape Deza, ces lignes directrices, il y avait notamment les questions de souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté pharmaceutique, la promotion des plateformes industrielles et la transformation digitale, le tourisme, le transport aérien et les autres secteurs tels que l'urbanisme, l'habitat, la protection sociale, etc. Justement, Mounirou Ndiaye, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cela ou changer? Mounirou Ndiaye qui n'est plus avec nous. Je pose la question alors à Moubarak Lo pour terminer. Oui, vous savez, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de changer les grandes lignes. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est un objectif, disons,
aspects de la vie, comme la souveraineté alimentaire. Donc il faut faire cet effort de pédagogie, d'expliquer la planification, c'est la cohérence et la constance. Maintenant, sur le court terme, vous pouvez avoir maintenant des petits changements, des ajustements, disons, minimaux. Parce que ça dépend. Si les orientations sont bonnes, souvent le problème se trouve dans la mise en œuvre. Ce n'est pas le plan lui-même. N'est-ce pas? Une vraie planification, ce n'est pas le document de plan qui est le plus important. Bon, vous avez déjà tout le processus qui est important parce que le processus doit être le plus inclusif possible pour que chacun s'approprie les orientations du plan, ensuite qu'il s'engage. Mais est-ce que ça suffira? Je voudrais poser une question très précise. En février, avril tout au plus, le président Macky Sall va passer le témoin à un autre chef de l'État au Sénégal, que ce soit dans son parti ou sa coalition, que ce soit dans l'opposition. Comment s'assurer que les grandes lignes de ce plan vont rester? Quelle proposition concrète faut-il aller à l'Assemblée nationale? Que faut-il faire pour que personne ne puisse venir dire je remets tout à plat et je recommence à zéro? Bon, vous savez, encore une fois, le plus important, c'est d'impliquer toutes les forces vives de la nation. Maintenant, le gouvernement qui va venir, sans doute, aura quelques inflexions. Mais ça ne doit pas être une révolution par rapport à ce qu'il va trouver. Parce que si le plan a été bien conçu, normalement, il y aura peu de marge de manœuvre pour changer les orientations. Peut-être qu'il y aura des domaines où le nouveau gouvernement aura un focus, où il va mettre beaucoup plus de ressources. Donc, c'est d'ailleurs au niveau de l'arbitrage des ressources souvent que les gouvernements ont des marges de manœuvre. Moi-même, je parle de cette manière parce que j'ai eu à intervenir dans une dizaine de pays africains où j'ai aidé à faire les plans. Donc j'ai cette vision, disons, transnationale qui me permet de dire que ce n'est pas les lignes d'action. Les lignes d'action peuvent être constantes d'un gouvernement à un autre. En revanche, l'effort budgétaire peut varier d'une année sur une autre. Le focus sur telle ou telle ligne d'action. Voilà. De manière générale, d'ailleurs, vous pouvez générer un plan générique avec des titres qui sont là. Ce qui change maintenant, c'est les actions à l'intérieur. N'est-ce pas? Merci en tout cas. Par exemple, l'accès à l'enseignement. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce que c'est l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel ou l'éducation secondaire ou voilà. Merci. C'est un peu en termes de priorité, merci. Mais pas en termes de titre. De grandes lignes. Merci. Globale. Merci beaucoup Moubarak Lo, directeur général du Bureau Prospective Économique. Merci également à Mounirou Ndiaye, que nous avons perdu en cours de route. Économiste enseignant à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous espérons vous retrouver tous les deux dans la version Wolof de ce débat dans une heure environ. À 12h54, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, El Hadj Ndiogo Diène, à la mise en onde, Lamine Sow, Digital, Yacine Pouy. À 13h, retrouvez Seydou Nourouba pour le grand journal en Wolof. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la RFM. Au revoir.